BX1 ⁇ Toujours plus d'actu. Allez, s'il y a un domaine dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, c'est évidemment des soins de santé, de la manière dont ils sont organisés, du fait que nous avons 9 ministres, des économies qu'on aurait pu y faire et des recommandations qu'on pourrait faire pour améliorer les soins de santé à l'avenir. Il y a un livre qui répond à beaucoup de questions sur cette thématique-là, c'est La santé des Belges en 25 questions. Ça vient de paraître aux éditions Luc Pire. On est avec deux des trois auteurs, Olivier Buchin qui est ingénieur commercial, il a aussi une maîtrise en gestion hospitalière, et Jean-Louis Van Herwegen, qui est lui spécialiste de médecine interne et néphrologue et qui est professeur émérite de l'ULB, membre de l'Académie de médecine. C'est deux des trois auteurs. Je donne le nom du troisième, c'est Alain Dwever, qui est également médecin et également professeur émérite à l'ULB. Merci d'être avec nous, Monsieur Buchin et Monsieur Van Herwegen. Peut-être la première question, la plus basique. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Est-ce que s'il n'y avait pas eu de coronavirus et de Covid-19, vous l'auriez écrit quand même? Donc, je dirais que, en fait, c'est un sujet. Enfin, je vais peut-être commencer, Jean-Louis. C'est un sujet qui m'intéressait particulièrement déjà depuis 8-9 ans, en fait, comprenant qu'il allait faire face à de nombreux problèmes, à la fois dans son organisation et dans son mode de financement. Et finalement, le Covid n'est pas lié du tout finalement au livre. On a travaillé ensemble avec Jean-Louis pendant de nombreuses années. Et finalement, voilà, c'est un peu un hasard qui sort maintenant. Ouais. Jean-Louis Van Herwegen, à qui vous vous adressez avec ce livre? C'est pour le grand public? C'est pour ceux qui sont déjà spécialistes des questions de santé? C'est pour les étudiants en médecine, pour qu'ils comprennent dans quel monde ils vont débarquer? Donc effectivement, au départ, Olivier Buchin et Alain Dwever travaillaient depuis de nombreuses années sur un livre qui explique d'une manière très technique et très professionnelle les soins de santé. Et puis, avec l'évolution, on a pensé que c'était peut-être beaucoup plus intéressant et plus opportun de faire un livre destiné grand public. En fait, c'est le public, le lecteur cible, c'est le citoyen belge, parce que nous nous sommes aperçus évidemment au cours du temps que pour comprendre ce qui se passe, ce n'est pas évident. Le système est complexe, c'est ce que nous montrons pour toutes sortes de raisons que nous expliquons, et qu'il était quand même important qu'un citoyen arrive à s'y retrouver, si c'est possible, dans la complexité du système. Et c'était donc le but. Et puis après, bien entendu, on s'est un peu adapté à l'actualité. Et il y a dans le livre tel qu'il sort aujourd'hui, bien entendu, des allusions à la pandémie et à ce que ça nous a déjà appris et ce qui a aussi illustré dans les difficultés de fonctionnement du système. Oui. Alors c'est un livre qui se présente, bon, il y a plusieurs grands chapitres, je crois il y a 4 grands chapitres, 5 grands chapitres, et puis il y a des chapitres qui sont divisés en questions, et puis il y a également dans les chapitres des petits encarts avec beaucoup de chiffres et beaucoup de données très très précises. Je donne quelques exemples de questions auxquelles vous répondez. Qui autorise le fonctionnement d'un hôpital, de ses services? Comment est financé un hôpital? Qui invente les médicaments? Les médecins doivent-ils être rémunérés à l'acte ou au forfait? Quels sont nos droits en tant que patients? Donc voilà, quelques-unes des 25 questions auxquelles vous répondez. Ça intéresse a priori tout le monde, la santé, ça passionne tout le monde, la santé. Vous venez de dire quelque chose de très important, Jean-Louis Van Herwegen, vous venez de dire le système est complexe, mais il y a des raisons. Ça veut dire que notre système, en particulier en Belgique, c'est le produit de l'histoire, de l'économie, de ces fameux piliers belges qui organisent la société avec des courants philosophiques. Si on ne sait pas tout ça, on ne peut pas comprendre comment ça marche. J'ai bien résumé ? Tout à fait, exactement. Vous avez bien souligné que de tradition, la Belgique fonctionne sur ce qu'on appelle ici des piliers, parmi lesquels il y a évidemment le grand classique linguistique, mais il y a aussi le classique gauche-droite, et chez nous, en Belgique, s'ajoute le philosophique, on le sait. Et puis après, plus récemment, le dernier, c'est la régionalisation. Donc, c'est la partie fédérale versus entité fédérée. Et quand vous mettez tout ça ensemble et que vous faites des compromis dans chacun de ces secteurs, avec en plus le grand classique aussi, les mutualités d'un côté, les syndicats médicaux de l'autre, tout ce qu'on peut imaginer en termes de lobbying, quand vous mettez tout ça ensemble, tout en sachant qu'en Belgique, on doit arriver à des compromis, on n'est pas encore aux guerres civiles, eh bien, absolument, à ce moment-là, vous devez mettre sur pied
un système extrêmement complexe de pouvoir contre pouvoir, compromis, et donc difficulté à s'y retrouver. Ouais. On va prendre un exemple avec vous, Olivier Buchin, si vous voulez bien. L'organisation de la sécurité sociale, en particulier l'INAMI, donc c'est notre assurance maladie. C'est l'argent des salariés. Il y a une grande partie prélevée sur le salaire, une partie prélevée sur les charges patronales. Il y a aussi une contribution de l'État, une contribution complémentaire. Et pour gérer l'INAMI, on va donc retrouver des patrons, des salariés, mais aussi des représentants du monde médical, des représentants du mutuel. Est-ce que, comme vient de le dire Jean-Louis Verheenwegen, c'est une gigantesque machine à compromis et donc finalement une machine très difficile à faire bouger? Oui, parce que par exemple, dans le chemin d'investigation pour écrire ce livre, j'ai rencontré des personnes à l'INAMI et une des choses qui, venant du monde du privé, m'avait particulièrement frappé, c'est qu'ils géraient plus ou moins 300 concertations par an. Je me suis dit, mais comment vous pouvez arriver à mettre tout ça dans une même direction, si vous voulez. Effectivement, par rapport à la gestion de l'offre et par rapport à toutes ces réunions qui doivent être organisées pour pouvoir finalement arriver à une tarification des différents actes et mettre de l'argent dans les différents silos liés aux spécialités médicales. Donc effectivement, il faut savoir que sur les 40 dernières années, les soins de santé, la croissance du budget en soins de santé a été 2 fois supérieure à celle du PIB, chaque année, d'année en année. Donc, il a toujours fallu trouver des nouveaux mécanismes de financement et faire des arbitrages. Donc, et comme il y a énormément d'organisations professionnelles qui sont représentées, ça implique effectivement la tendance de tourner vers une situation kafkaïenne est assez élevée. Et d'ailleurs, ils le reconnaissent eux-mêmes et depuis quelques années travaillent sur des plans pour simplifier, notamment en essayant de se regrouper également du SPF Santé publique. Parce qu'il faut savoir aussi qu'au niveau des hôpitaux, le SPF Santé publique joue un rôle extrêmement important également. Ouais, ça, c'est quand même une des conclusions que vous tirez de l'ouvrage. C'est de dire que notre système, il est peut-être performant, intéressant, mais qu'il est aussi très bureaucratique. Et à plusieurs occasions, dans différents chapitres, vous dites qu'il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance de l'autorité ou du système vis-à-vis du corps médical, et ce qui fait qu'on passe son temps à multiplier les contrôles. Vous persistez, vous signez sur cette déclaration? On pourrait faire plus simple? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a plein d'exemples, nous en citons quelques-uns, mais c'est clair que le système gagnerait à faire confiance. Alors évidemment, dans tous les troupeaux, il peut y avoir des brebis galeuses, ça ne fait pas de doute, mais le point qui la dépense d'énergie que l'on met pour essayer d'éviter certaines dérives, je pense, gagnerait à retrouver un certain nombre de libertés en faisant confiance. C'est un peu pour la prescription, le remboursement de certains médicaments, on part un peu du principe que le médecin, par plaisir, prescrirait des médicaments qui coûtent très cher pour, par exemple, traiter des cancers. Donc, il traiterait des cancers pour le plaisir. C'est un peu invraisemblable. Ouais. Alors, on va donner quelques éléments très précis parce que ça peut aider à comprendre et puis donner envie de lire ce livre. Donc, on a dit, par exemple, il y a 4000 actes qui sont recensés dans la nomenclature pour permettre la rémunération des médecins. Question très précise. Est-ce qu'on a vraiment fait des économies dans les soins de santé et en particulier dans les hôpitaux ces dernières années? Qui peut répondre? Olivier, je pense. Oui, je pense que on essaye de faire, on veut faire des économies en développant donc une activité de jour, en diminuant les durées moyennes de séjour, en reconnaissant des actes qui peuvent être posés où le patient ne doit pas être hospitalisé, il peut juste venir en one day. La durée moyenne de séjour a quand même participé également à faire que les patients restent moins longtemps dans les lits. Mais ça, c'est bon. Voilà, donc de manière générale, le budget a augmenté, mais très faiblement par rapport aux besoins. Parce que quand on voit également les besoins, par exemple, pour les personnes âgées, qui représentent quand même de plus en plus un volet important de l'activité des hôpitaux, où les durées moyennes de séjour sont plus importantes. Donc les hôpitaux ont des nouveaux besoins surtout. Et ils ont été habitués à avoir une norme de croissance à 4,5%, plus l'inflation des salaires. Et l'indexation des salaires, et ça n'a plus été réalisé ces dernières années, et même avec certaines coupes sèches, par exemple, en imposant des durées à certaines, par exemple pour la maternité, où il y a eu d'ailleurs des mouvements... Alors vous expliquez ça très en détail, hein. Vous expliquez que maintenant on calcule la moyenne nécessaire pour soigner une pathologie à l'hôpital, donc les hôpitaux sont rémunérés par la sécurité sociale
pour cette durée-là. S'ils sont en dessous, ils empochent la différence, tant mieux pour eux. S'ils sont au-dessus, la différence est de leur côté. Ils n'encaissent pas la différence s'ils sont en dessous. Ils pourront juste prendre un patient plus vite pour pouvoir facturer d'autres prestations à nos services au financement de la charge de la solidarité. Mais donc, ils ne reçoivent pas la différence par rapport à la durée moyenne. Ils doivent quand même trouver un nouveau patient pour le prendre dans son lit. Oui, mais il y a quand même une tendance à raccourcir de plus en plus les opérations. Vous êtes d'accord? La durée d'hospitalisation pour un acte donné. Oui, ça a diminué pendant plusieurs années. Ce mode de financement a été mis en place en 2002. Mais maintenant, il ne bouge plus et on en arrive à vouloir comparer les moyennes en Belgique avec les moyennes dans d'autres pays. Et peut-être à prendre des mesures plus coercitives, c'est-à-dire d'imposer des durées moyennes de séjour. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent puisqu'elles ont baissé de par la mise en place de cette nouvelle méthodologie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle aujourd'hui de repenser complètement le financement des hôpitaux. Ouais, alors... Puisque les durées moyennes de séjour ne bougent plus pour l'instant. Jean-Louis Werner-Ruegel, question pour le médecin que vous êtes. D'abord, rémunérer la plupart des médecins à l'acte, est-ce que ce n'est pas un petit peu poussé à la consommation? Première question. Et deuxième question, cette distinction qu'on fait entre les actes techniques qui nécessitent un certain savoir, un certain matériel, par exemple avoir recours à l'imagerie médicale, et puis les actes qu'on qualifie d'intellectuels, qui sont plus dans le dialogue avec le patient. Est-ce que ce n'est pas un petit peu dangereux? Est-ce que ça, c'est vraiment un bon exercice de la médecine? Oui, donc effectivement, tout ça est historique, évidemment. La médecine de tradition était une médecine qui était rémunérée à l'acte, ce sont les honoraires. Et puis, avec les progrès technologiques, les médecins, pour réaliser certains actes, ont dû avoir recours à des appareillages de plus en plus coûteux, et on a intégré l'amortissement de l'appareillage dans l'honoraire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, suivant les actes, vous avez des médecins qui sont relativement bien rémunérés, sachant que l'amortissement de l'appareillage est compris dans cet acte, et d'autres, les disciplines qui ont peu d'actes techniques, apparaissent un peu comme les pauvres dans les disciplines médicales. Ce qui pose un problème dans un hôpital notamment, entre l'équilibre entre les différentes disciplines, ce qui se résout dans les hôpitaux comme les hôpitaux universitaires où les médecins sont salariés pour la plupart. Et donc là, il n'y a plus de différence entre les disciplines dans la rémunération individuelle et la perception des honoraires est évidemment globale au niveau de l'institution. Maintenant, comme vous le dites, le système à l'acte peut induire la surconsommation. D'où d'ailleurs la mise en place d'une série de contrôles et de ce qu'on appelle des balises par rapport au nombre d'actes à réaliser. En revanche, certains peuvent craindre aussi que la rémunération salariale ou forfaitaire, disons-le comme ça, peut entraîner ce qu'on appelle la sous-consommation et entraîner ce qu'on voit dans les services nationaux de santé comme en Angleterre, c'est-à-dire des longues files devant les cabinets médicaux. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là, il y en a beaucoup d'autres, il y a plein de chiffres. On apprendra par exemple qu'il y a 670 000 personnes qui travaillent dans le secteur de la santé, qu'on paye en moyenne 5 000 € par Belge chaque année, qu'il y a 37 000 personnes qui travaillent dans le secteur de la pharmacie, enfin de la recherche pharmaceutique, 5 000 chercheurs notamment. Voilà, toutes ces questions, c'est dans La santé des Belges en 25 questions aux éditions Luc Pire. Merci beaucoup Olivier Buchin et Jean-Louis Werner-Ruegel. Pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions de santé, on recommande ce livre.